Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, passons la parole à Patrick Grandmaître. Un gars de Hall ayant joué au hockey en LHJMQ, universitaire, en Europe, depuis 10 ans, il dirige les champions en titre au Canada, les GGs de l'Université d'Ottawa. Voici le coach Patrick Grandmaître. Ouais, les GGs en pause de Noël, mais avant de parler des GGs, on va parler de ce qu'il a vu hier. Canadiens qui ont été tout simplement lessivés contre les Sénateurs qui n'étaient pas allés là en touriste. Si t'es vraiment pas un partisan, si t'es un coach de cette équipe-là, puis un peu comme Travis Green qui disait qu'on a fait de très belles choses, qu'est-ce que tu retiens initialement de cette performance ottavienne? Écoute, pour moi, là, c'est le travail dans la zone offensive et la zone défensive à 5 contre 5. Je pense que les Sénateurs ont réussi à se frayer un chemin en avant du but, dans la zone payante, à avoir des tirs dangereux. Je pense que c'est tout le temps ça que les équipes essaient de faire là, offensivement, c'est d'essayer de percer l'enclave où ce que les tirs sont très dangereux ou un rebond de ces tirs-là est souvent très payant. À l'inverse, je trouve qu'en zone défensive, on n'a pas donné beaucoup. On a gardé Montréal à l'extérieur de la zone payante, puis on n'a pas passé trop de temps dans notre zone défensive. C'est certain que le désavantage numérique est encore très inquiétant, mais j'ose espérer là, qu'on va trouver la solution d'ici la fin de la saison. Je disais que tu sors de là avec une victoire, une solide victoire, t'envoies un message. C'est-tu comme ça que tu vois ça également? Pour moi, c'est un match statement. Les Sénateurs sortent haut la main gagnant de tout ça. Tu sors de là, on te regarde d'une façon différente, j'imagine? Écoute, il y a aussi le facteur là, que c'est le 7e match dans un Tout à fait. Un voyage très, très... tu vois pas ça à chaque saison. On voit des voyages comme ça. Pour toutes les équipes, ils ont un horaire très particulier cette année à cause des Jeux olympiques. Mais de revenir avec une fiche de 4 victoires, 3 défaites contre des très bonnes équipes et de finir ça contre un adversaire de ta propre division que tu te bats au classement contre. Et le type de victoire, là, ça n'a pas été une victoire un peu à la Vegas où c'est Hallmark qui nous a volé la troisième période. Là, ça a été vraiment là, une victoire d'équipe. Tout le monde a bien performé physiquement aussi. J'ai trouvé que les Sénateurs étaient plus engagés physiquement. Le message que ça lance, c'est que, écoute, ils sont une équipe qui sont capables de gagner sur la route, capables de gagner à la maison puis de tirer des victoires de toutes les façons. Vraiment hâte de voir ce qui va se passer demain, retour à la maison. On dit souvent qu'après un long voyage difficile, le premier match à domicile, vois-tu les choses de la même façon? Oui, mais ça l'aide qu'ils sont revenus dans le fuseau horaire ici là, de jouer à Montréal. Je sais qu'ils n'ont pas dormi à la maison, mais ça a été un retour à la maison rapide suite au match à Montréal. Donc, c'est certain là, qu'on appelle tout le temps ça un trap game là, quand tu reviens d'un long voyage. Tu as tendance à t'asseoir sur tes lauriers un peu puis à tomber dans le confort. Mais tu sais, ces équipes-là, il y a de la recherche avancée, ils ont toutes sortes de diététiciennes et des conseils de quoi faire, quoi pas faire. Donc, on devrait être prêt à jouer ce match-là là, et pas se servir ça d'une excuse pour le match contre les Rangers. Le coach des Sénateurs avait un sourire pepsodent avec raison. Le coach des GGs probablement aussi avait un sourire pepsodent, surtout quand tu sors gagnant de la classique Colonel Bay. Juste avant, vous avez gagné contre Ontario Tech, mais victoire qu'on peut dire même décisive de 6-4 contre Carleton. Comment tu as apprécié l'effort des tiens? Écoute, ça a été un match particulier. Puis en conférence de presse avant la game, j'ai dit, écoute, ces matchs-là, là, que ce soit le match Panda, le match de la classique Colonel Bay ou le Capital Hoops au basket, il y a tout le temps quelque chose de bizarre, de spécial qui se passe. On était en plein contrôle avec une avance là, de 4-0 en deuxième période. Notre capitaine s'est fait frapper genou à genou. Ça l'a sorti du match. C'est une blessure assez majeure. Ça a déboussolé notre équipe. On avait juste accordé 6 lancers en 2 périodes. La troisième période, on a accordé 20 lancers. Nos joueurs essayaient un peu de se venger de la mise en échec. C'est devenu un match proche qui n'aurait pas dû être proche. Mais on a trouvé une façon de gagner. On menait 5-4 avec peu de temps à faire. Les Ravens ont mis la rondelle en fond de zone. Et puis, Lapena a essayé de marquer un but. Juste vers la fin, la rondelle a commencé à dévier vers l'extérieur du filet et Max Grondin est arrivé pour la dévier dedans, mais ça
ça passait proche que la Pena a failli marquer le but pour faire 6-4. On dit que de plus en plus, des entraîneurs en Ligue nationale de hockey laissent justement ce choix-là à ton gardien d'essayer ou pas. On sait tous que si tu rates, ben c'est une mise en jeu de retour dans ton territoire. Toi, en tant que coach, quand tu parles avec tes gardiens, dont la Pena, tu lui dis-tu, si t'as la chance, vas-y ou... 100%. En désavantage, je te dirais qu'on a même la stratégie d'échec avant à notre ligne bleue, très agressif pour forcer l'équipe à faire un dump-in parce que la Pena, pour nous, il est le meilleur gardien au Canada là, pour jouer la rondelle, puis il fait plusieurs dégagements lui-même. Donc oui, il a le feu vert, j'ai pleine confiance en lui. Pour moi, là, dans une saison, je suis prêt à accepter 2 erreurs de mon gardien de but parce qu'il nous sort énormément du trouble avec ses placements de rondelles, ses passes, ses dégagements. Il a fait une erreur à date, c'était à Nipissing. Il a littéralement perdu la rondelle juste à côté de notre filet, puis le joueur l'a mis dedans avec personne devant le filet. Mais combien de fois il nous a sorti du trouble? Énormément de fois. Donc, moi, c'est ma mentalité, surtout là, quand on a un gardien. D'ailleurs, nos 3 gardiens, je ne sais pas comment ça a donné de même, mais ils sont tous excellents à jouer la rondelle. Fait que peu importe qui est là, on a les mêmes stratégies. Non, mais c'est bon à savoir ça. Vous avez certes une belle profondeur avec de nouveaux joueurs qui arrivent à chaque année pour renflouer justement ce puits de talent-là. Mais dans un match comme celui-là, c'est aussi gratifiant de pouvoir se tourner vers tes vétérans. 3 de tes vétérans sont démarqués au niveau offensif. Marc-Antoine Séguin avec 2 buts, Zach Giroux avec 3 passes, puis également Max Grondin avec 2 buts, 2 passes. Respectivement, ces 3-là ont 8, 9, 17 en 16 matchs, 2, 15, 17 en 16 matchs. Et Grondin, 8, 14, 22 en 16 matchs. Parle-moi de leur performance et de l'effort qu'ils ont déployé, là. Oui, puis ce qui est spécial au sport, c'est qu'on ne sait jamais comment les choses vont arriver. Ce trio-là, il a été jumelé ensemble que récemment. Ils ne sont pas ensemble depuis le début de la saison. Max Grondin, au début de la saison, est un joueur de centre pour nous. On a décidé de le mettre à l'aile puisqu'il peut utiliser sa robustesse et sa vitesse à l'extérieur puis avoir moins de responsabilités défensives. Et depuis qu'on a mis ces 3-là ensemble, meilleur trio dans notre conférence, sûr et certain. 3 joueurs complètement différents. Max Grondin, physique, fort, puissant. Marc-Antoine Séguin, un très bon lancer, joueur de centre. Puis ensuite, Zach Giroux, qui est un passeur, une excellente vision. Il attire beaucoup de monde à lui avec son maniement de rondelle. Donc, un très bon trio. Ça fait du bien d'avoir un trio qu'on sait qui peuvent être très dangereux à chaque présence sur glace. Un trio qui fait penser à celui de Brady avec Stützle et Zetterlund. Je ne sais pas, je dis ça de même. Question piège, coach. En ce moment, dans la Ligue ou dans votre division, vous êtes 14e pour le nombre d'occasions en avantage numérique. Vous en avez 54. À titre comparatif, Toronto Met est première avec 71. Qu'est-ce qu'on doit lire de cette stratégie, de cette statistique-là et comment vous devez faire pour avoir plus d'avantages numériques? Écoute, c'est une bonne question. À chaque fin de saison, on révise beaucoup de statistiques à mi-saison et constamment, nous sommes dans les équipes qui reçoivent le moins d'avantages numériques, année après année. Donc, c'est pas juste cette année. On ne sait pas vraiment parce qu'on regarde les minutes de possession de rondelles. À la fin de chaque match, on est égal ou plus. Ça va arriver, c'est arrivé 2 fois cette année contre des adversaires, une fois Concordia, une fois UQTR, qu'on a eu moins de possession. Donc, on a la rondelle. Écoute, on parle des arbitres, là, vous parlez de ça juste avant que j'embarque, là, j'écoutais. Là. Écoute, je pense que ça a un facteur de l'arbitrage local. On joue plusieurs matchs à Ottawa et à Ottawa, ils arbitrent d'une certaine façon. On sait pas mal du temps le même roulement d'arbitre. Je te dis pas qu'on est moins puni que notre adversaire, mais je te dirais que les matchs ici à Ottawa, il y a peut-être moins d'avantages numériques d'attribuer de match en match. C'est une des choses. L'autre chose, bien naturellement, il faut trouver des façons de créer des pénalités en attaquant le but, en étant plus fort sur la rondelle, en pas s'en débarrassant aussi rapidement. Donc, il y a plusieurs facteurs. Je pense pas que c'est une seule raison. On verra si on pourra améliorer cette facette du jeu à la reprise parce qu'en ce moment, vous êtes dans la pause du temps de Noël. On va te dire félicitations pour votre victoire dans cette grande rencontre à la classique du Colonel Bay. Passe une excellente semaine, coach. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire.
avec Nicolas Saint-Pierre.